Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis Jean-Hugues Ambodo. Le 7 février 2026, le président algérien Abdelmadjid Tebboune annonce avoir officiellement invité le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, à effectuer une visite en Algérie. Un geste pour certains diplomatique fort dans un contexte régional marqué par une crise profonde entre Alger et l'Alliance des États du Sahel après des décennies, il faut le dire, de coopération sécuritaire. Depuis 2025, les relations se sont brutalement dégradées. Incidents militaires autour d'un drone malien abattu, rappel des ambassadeurs de l'AES, accusation de soutien indirect aux groupes armés et mise à l'écart de l'Algérie dans la nouvelle architecture sécuritaire sahélienne dominée par l'AES et ses nouveaux partenaires. Pourtant, avec le Niger, Alger maintient des canaux ouverts, coopération énergétique, refus commun d'une intervention étrangère, préoccupations sécuritaires partagées sur une frontière longue et instable. Cette invitation est-elle le signe d'un pragmatisme algéro-nigérien face aux tensions régionales ou marque-t-elle une tentative d'Alger de reprendre pied dans un Sahel qui lui échappe? L'Algérie peut-elle, entre autres, redevenir un acteur clé de la stabilité sahélienne en dialoguant avec le Niger alors même que ses relations avec le reste de l'AES sont au plus bas? Voilà, mesdames, messieurs, ce qui devrait constituer l'épine dorsale de cette séquence de réflexion dans le cadre du grand débat africain. Vous nous rejoignez à l'instant. Nous allons avec vous aborder ces enjeux pour le moins capitaux avec des invités de haut vol. Nous recevons dans le cadre de cette réflexion Dimi Dalido. Dimi Dalido, vous êtes écrivain et également chroniqueur international. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tout le monde, bonsoir à nos téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous, c'est toujours un véritable plaisir. J'espère que vous allez tous bien. D'accord. À côté de vous, Dimi, nous recevons également Iboussi. Iboussi, vous êtes journaliste, mais surtout spécialiste des questions sécuritaires. Bonsoir. Bonsoir, je vais apporter une petite correction. Je ne suis pas journaliste, je suis un youtubeur, c'est ça. Et voilà. En tout cas, merci pour la précision. Voilà, puisque c'est fait, nous allons, avec votre permission, cher monsieur, entrer dans le vif de cet échange. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune invite donc son homologue, le général Abdourahmane Tiani, à venir en visite officielle en Algérie pour, dit-on, renforcer la coopération bilatérale. Je commencerai tout de suite par vous, Iboussi. Pourquoi est-ce que le Niger aujourd'hui semble conserver une marge d'autonomie diplomatique vis-à-vis d'Alger? On va commencer peut-être par là pour entrer dans ce sujet. Bon, quand on parle d'autonomie diplomatique, bon, je dirais que pratiquement tous nos pays, tous les pays, si on essaie de mettre le Niger dans les mêmes paniers que les autres pays de l'AES, je dirais que chaque pays a une autonomie diplomatique vis-à-vis d'Algérie, de l'Algérie et de tous les autres pays du monde. Par rapport à l'autonomie, il n'y a aucun souci. Mais maintenant, pourquoi est-ce que le Niger semble mieux se comprendre peut-être avec l'Algérie par rapport au Mali? Parce que le Niger et le Burkina Faso, lorsqu'on essaye de partir de la Confédération, eh bien, il y a deux pays de la Confédération qui s'entendent relativement bien avec l'Algérie. C'est le Niger et le Burkina Faso. Voilà. Donc maintenant, pourquoi le Niger s'entend bien, ça va, et le courant passe, parce que simplement on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes histoires avec l'Algérie, on n'a pas les mêmes histoires avec l'Algérie. C'est ce qui fait que l'Algérie s'entend relativement mieux avec eux. Chez nous ici, il faut reconnaître que nous sommes passés par l'accord d'Algérie. Avant l'accord d'Algérie, il y a eu plusieurs autres accords qui ont été scellés ici au Mali. Compte tenu des crises multiples successives qui se sont passées ici au Mali, à chaque fois pratiquement, l'Algérie était là et l'Algérie connaît bien cette histoire-là. L'Algérie et le Mali se connaissent très bien. Il y a une très grande histoire qui nous lie, qui fait qu'on se connaît très bien. Et puis, malheureusement, les choses se sont très mal passées dernièrement entre nous. Et c'est ce qui a rendu
les relations assez mauvaises entre nous. Et sinon, le Niger n'a pas vécu la même chose. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec le Niger, ça semble aller beaucoup mieux. D'ailleurs, lorsqu'on a vu l'intervention du président Tebboune, je pense bien que c'est hier qu'il est intervenu devant la presse. Il a parlé de ses relations avec le Burkina Faso et le Niger. Et il a dit qu'il y avait de très bonnes relations entre eux. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, d'abord, je dirais que le Niger et l'Algérie, leur histoire n'est pas la même histoire que ce que le Mali a vécu avec l'Algérie. C'est la raison pour laquelle ça va mieux entre eux. Je reste avec vous, Iboussi, avant bien sûr de me retourner vers Dimi Dalido. On sait quand même qu'aujourd'hui, avec la constitution de la Confédération, les États, les chefs d'État des trois pays qui la constituent entre eux ont mis sur pied un certain process qui voudrait que lorsqu'il faut entrer en contact avec l'un des pays, il faut passer par le président de la Confédération qui ensuite pourrait voir comment diligenter la demande qui vient de l'extérieur vers l'un de ses pairs. Mais pourquoi est-ce que l'Algérie n'a pas procédé de cette façon? Pourquoi est-ce que l'Algérie ne respecte pas ce carnaval dans ce cas précis? Non, une fois de plus, bon, là aussi je vais rectifier un petit peu ce que vous avez dit. En fait, il n'est pas dit dans la Confédération que lorsqu'un président d'un pays tiers veut communiquer, veut faire quelque chose, veut inviter par exemple un président de la Confédération, il n'est pas dit qu'il faut forcément passer par le président de la Confédération. Actuellement, le président du Burkina Faso, c'est lui qui est le président en exercice actuellement de la Confédération. Oui, mais il n'est pas dit que forcément, par exemple, quelqu'un voulait inviter, par exemple, le président Tchani, ou bien s'il voulait inviter le président malien, et qu'il doit passer par le président de la Confédération. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes une confédération, certes, mais chaque pays reste indépendant. On a, c'est vrai, une diplomatie commune, c'est vrai. Et on essaie tant que peu, on essaie quand même de faire le maximum de choses ensemble sur le plan diplomatique, et puis sur le plan de la défense et sur le plan économique. Mais voilà, il n'est pas dit que nous faisons tout sur le plan diplomatique ou encore sur le plan défense ensemble. Il y a toujours une marge de liberté que chaque pays a, et c'est la raison pour laquelle le président algérien il doit avoir l'information. C'est pour cela qu'il a invité le président nigérien, en sachant que bon, il n'est pas obligé de passer par le président du Burkina Faso pour avoir accès au président du Niger. Alors, Iboussi, notamment sur les questions liées à aux enjeux sécuritaires autour justement de cette invitation. Mais avant, je vais vous prendre Dimi Dalido. Le Niger est-il finalement le dernier pont entre l'Algérie et l'AES aujourd'hui? Écoutez, c'est une très bonne question. Je crois qu'effectivement, l'AES et l'Algérie sont très clairement deux forces motrices de la dynamique multipolaire, en tout cas dans la région. C'est ce qu'il faut comprendre. Et il y a un point commun entre l'Algérie et l'AES, d'une manière générale. Le point commun, c'est l'anticolonialisme et l'anti-impérialisme. Ça, c'est leur point commun. Ce sont des pays et des peuples qui ont tous subi, à un moment ou à un autre, l'impérialisme occidental particulièrement violent. Ils ont subi la violence impérialiste, ils ont subi dans leur chair et dans leur sang la violence de l'impérialisme. Ça, je crois que c'est le point commun. Et ensuite, il y a effectivement une contradiction. Il y a eu une contradiction entre l'Algérie et le Mali. Mais je crois que cette contradiction-là peut être dépassée, peut être résorbée par cette construction, ces nouveaux liens, enfin ces liens qui se renforcent, ou plutôt qui se renforcent entre l'Algérie et le Niger. Alors le Niger, c'est pas nouveau. La dynamique constructrice du Niger avait déjà été amorcée il y a quelque temps au niveau intérieur, au niveau de sa politique intérieure. Je pense à quoi? Je pense au fait que le Niger, le gouvernement du Niger, avait d'abord nationalisé une partie d'Orano, anciennement Areva, la nationalisation pour reprendre le contrôle de la production, notamment au niveau notamment la production d'uranium, ce qui est logique.
puisque Areva, anciennement Orano, anciennement Areva, pillait les matières premières du Niger, notamment son uranium, pour pouvoir le transformer et le diffuser sur les marchés internationaux. Et pendant ce temps-là, le peuple du Niger ne recevait pas les fruits de leur travail. Alors, on rappellera aussi que le Niger, le peuple du Niger était exploité par Orano. Et puis ensuite, il y a eu cette attaque terroriste du 28-29 janvier dernier. On se souvient que le 28 et le 29 janvier dernier, une attaque terroriste a été organisée du côté de l'aéroport de Niamey, une attaque terroriste qui avait été organisée par la DGSE, donc les services de renseignement de l'impérialisme français. Et l'objectif de cette attaque terroriste, c'était de mettre la main sur les plus d'1 millier de tonnes d'uranium qui furent stockées notamment du côté de la base 101, la base 101 à côté pas loin de l'aéroport de Niamey. Et en fait, on voit bien là la force motrice de la politique intérieure qui a été impulsée par le Niger. Et ensuite, il y a la politique extérieure du Niger et donc de l'Algérie en même temps. Alors, c'est très clairement une dynamique multipolaire. L'AES est une confédération. J'espère qu'elle va se renforcer. Nous avons toujours dit que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, devrait devenir un pôle multipolaire, un élément clé dans le nouvel ordre mondial multipolaire, et c'est inévitable. L'objectif, mais inévitable, mais il y aura quand même pas mal d'obstacles. Alors, un autre élément qui fait consensus entre l'Algérie et le Niger. Je pense à ce gazoduc, le gazoduc transsaharien qui va partir du Niger, qui passerait par le Nigeria et qui passerait ensuite par l'Algérie et qui aboutirait en Italie et qui permettrait d'acheminer du gaz et qui permettrait de faire le lien entre le continent africain et l'Europe. Et donc ça, c'est très important parce que ça démontre bien que ces deux forces motrices du pôle multipolaire peuvent s'intégrer dans les nouveaux espaces de croissance dédollarisés, peuvent s'intégrer dans ce nouveau schéma mondial changeant, et ils ont des projets concrets, palpables. Et ça, c'est très important. Ma foi, je finirai par là pour l'instant, c'est que je pense qu'il va y avoir des conséquences. Il peut y avoir on peut anticiper, puisque l'impérialisme nord-américain va pas laisser faire, et c'est à l'image de cette attaque terroriste du côté de l'aéroport de Niamey fin janvier 2026, il faut s'attendre à 2 coups d'État. 2 tentatives de coup d'État. Une tentative de coup d'État au Niger, une tentative de coup d'État au Nigeria, une tentative de déstabilisation diplomatique en Algérie et une aggravation de la neutralisation de l'Union européenne, donc de l'Italie, par les États-Unis notamment. Pourquoi ? Parce qu'ils vont tout faire, ils vont mettre en avant tout ce qui est dans leur pouvoir pour empêcher que ces liens entre l'AES et l'Algérie se tissent et que ce lien se diffuse un petit peu partout dans le monde et qui donc permettrait de booster la dynamique multipolaire. Malheureusement, c'est véritablement, je pense que il va y avoir il faut s'y attendre. Et je pense qu'encore une fois, c'est la solidarité des peuples qui pourrait, en tout cas, devenir une réponse. D'accord. Je reviens à présent vers vous, hein, Iboussi. Certains experts craignent hein, d'ailleurs, Tchambel Gimbaya a bien fait d'évoquer, de s'attarder sur l'aspect sécuritaire, et je voudrais qu'on reste sur cet aspect. Certains experts craignent que voilà, des puissances étrangères, et certains vont jusqu'à nommer les États-Unis d'être justement derrière ce rapprochement, et que ce rapprochement cacherait une tentative de déstabilisation non seulement du Niger mais également de l'AES. Et d'ailleurs, à ce sujet, on se souvient que juste avant cette invitation formulée par le président algérien, le conseiller spécial du président Donald Trump, Massad Boulos, s'est entretenu avec le président algérien justement le 28 janvier 2026, et les discussions portaient notamment sur des préoccupations sécuritaires, ce qui pourrait pour certains souligner le rôle pivot de l'Algérie dans le dossier du Sahel. Bon, je sais pas,
si votre question, je sais pas si je l'ai bien comprise, est-ce que vous voulez dire que le fait que les États-Unis et l'Algérie se sont rapprochés dernièrement, et peut-être que vous pensez que ce rapprochement des États-Unis et de l'Algérie peuvent pousser l'Algérie à tenter de déstabiliser l'AES à travers le Niger. Je ne sais pas si c'est ça votre question, mais ça ressemble à cela. En tout cas, En fait, en tout cas, nous avons des informations qui font état de ce que, justement, le 28 janvier 2026, il y a eu échange entre le président Abdelmadjid Tebboune et le conseiller spécial du président américain Massad Boulos, et que ces échanges ont notamment porté sur des préoccupations sécuritaires régionales, ce qui pourrait souligner justement le rôle de l'Algérie dans le dossier du Sahel. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit que ceux qui pensent que voilà, le rapprochement de l'Algérie vis-à-vis du Niger vise à déstabiliser non seulement le Niger, mais l'ensemble des États de l'AES, pourrait trouver justement matière là à justifier cette préoccupation? Bon, c'est vrai que les gens peuvent s'en préoccuper, parce que l'Algérie déjà, comme Tambiel vient de le dire tout de suite, l'Algérie déjà est taxée de pays qui déstabilisent le Mali. Les autorités maliennes ne l'ont pas caché, elles l'ont dit de manière très claire. Mais maintenant, je ne pense pas que le rapprochement, à mon avis, je ne pense pas que le rapprochement du Niger avec l'Algérie soit une volonté de l'Algérie de vouloir déstabiliser le Niger et voire même l'AES. Parce que si, à mon avis, s'ils veulent le faire, ils n'ont pas forcément besoin de se rencontrer, hein. De la manière dont l'Algérie s'y prend pour déstabiliser le Mali, l'Algérie peut s'y prendre de cette même manière aussi pour déstabiliser aussi le Niger. Vous savez, lorsqu'on écoute déjà les propos que le président Tebboune quand on écoute ses propos depuis les difficultés qu'il y a entre le Mali et l'Algérie, on se rend compte que le président Tebboune, en fait, il ne veut pas qu'il y ait la paix au Mali. Il ne veut pas qu'il y ait la paix au Mali. Et c'est bien de bien expliquer les choses aux gens. Les gens qui nous suivent, il faut qu'ils comprennent bien les choses. En fait, lorsque le Mali a décidé, lorsque en juin 2023, le Mali a décidé de quitter de demander le départ de la MINUSMA. Le Mali a dit bon, c'est bon, la MINUSMA, on n'en veut plus, il faut que la MINUSMA, elle s'en aille. Et lorsque la MINUSMA a quitté, quand la MINUSMA a quitté quasiment le Mali, donc le Mali maintenant s'est affairé suite à une résolution des j'ai même la résolution ici sous les yeux, c'est la résolution 2690, donc du 30 juin 2023. Suite à cette résolution, c'est la MINUSMA, c'est le monde entier, c'est l'ONU, disons, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a dit bon, c'est bon, la MINUSMA elle va quitter le Mali. Une fois que la MINUSMA quitte le Mali, bon, tous les camps, toutes les emprises, tous les camps militaires où il y avait les groupes armés terroristes, parce que nous on les considère comme des groupes armés terroristes, tous ces camps qu'ils ont pris, eh bien la résolution a dit bon voilà, il faut que l'armée malienne récupère tout. Il faut que l'armée malienne récupère tous ces camps-là. Donc, c'est de là-bas que tout est parti. Cette mésentente qu'il y a entre l'Algérie et le Mali, tout est parti de là-bas. Lorsque l'armée malienne, avec ses partenaires russes, ont commencé à récupérer tous les camps militaires, on a pris toutes les emprises, eh bien, il y a eu de violents combats, mais de très violents combats, parce que les groupes armés terroristes qui avaient signé les accords avec Bamako, eh bien, ils ne voulaient simplement pas remettre ces camps militaires-là, ils ne voulaient pas les remettre à l'armée malienne. Et l'armée malienne aussi dit non, attendez, on a une résolution des Nations Unies qui dit que bon, toutes ces emprises-là, on doit les prendre. Donc, du coup, la résolution, elle a été prise. L'armée malienne a appliqué cette résolution. Et il y a eu des combats très violents, comme je l'ai dit à l'instant, et jusqu'à ce que, vous imaginez, c'est en juin 2023 qu'il y a eu la résolution, et c'est en septembre, donc juin, juillet, août, septembre. C'est 3 mois après que ces groupes armés terroristes ont
attaqué, hein, ces groupes armés ont attaqué le bateau Tombouctou, un grand bateau ici. Il y a eu plein de morts. Hein. Certains parlent de 300 morts, d'autres parlent de 500 morts. En janvier, juste quelques mois après, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois après, le Mali dit bon, c'est bon. Ces groupes armés avec lesquels on a signé l'accord d'Alger, ben, on ne peut pas s'entendre avec eux. Parce que voilà une résolution des Nations Unies qui demande à l'armée malienne d'occuper toutes ces emprises-là, dans le nord, à Kidal, à Tessalit, à Ménaka, partout visité, hein, à Ber, etc. Et voilà que ces groupes armés, non seulement ils refusent que l'armée malienne ne vienne dans ces zones-là, mais ils combattent l'armée malienne et maintenant ils viennent bombarder, ils viennent attaquer un bateau où il y a 300, 400, 500 morts, on ne sait même pas combien de personnes. Alors maintenant, le Mali a décidé de quitter l'accord d'Algérie. Ils ont dit, bon, c'est bon, l'accord d'Algérie en janvier 2024, ils disent, bon, nous, on quitte l'accord d'Algérie, on est plus dedans. Et c'est là que nous, on a suivi, hein, en toute sincérité, et je vous mens pas, on a suivi le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf. Il est sorti violemment. Il n'était pas du tout content du fait de voir que le Mali ait quitté l'accord d'Algérie. Et le président Tebboune aussi n'était pas content. Il est sorti, lui aussi, il a parlé et c'est documenté. Et qu'est-ce que Attaf il a dit entre-temps? Il dit, bah écoutez, le Mali, on vous comprend pas, vous quittez l'accord d'Algérie. Mais si vous quittez l'accord d'Algérie, vous allez perdre l'unité nationale, vous allez perdre votre indépendance, vous allez perdre votre intégrité territoriale et il va y avoir chez vous une guerre civile. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères algérien a dit. Ça nous, on était impressionnés. On dit, mais c'est pas possible. Et le président Tebboune aussi est sorti pour appuyer. Il dit, bon, écoutez, au lieu de mettre votre argent là dans les Russes, hein, les forces russes qui sont en train de vous aider, au lieu de leur donner de l'argent pour mener des combats dans le nord du Mali et puis dans d'autres régions, eh bien, vous feriez mieux d'essayer de développer votre économie. Économiquement, développez-vous, essayez de faire... Nous, on dit, mais comment est-ce qu'on va se développer économiquement s'il y a des groupes armés qui prennent certaines régions de votre pays en otage? Ils ne veulent pas que l'État vienne là-bas. Et ils tuent les militaires maliens, ils tuent les civils. Et donc, du coup, le président il n'était pas du tout content, lui aussi. Et il a parlé, vraiment, il a utilisé des propos assez durs. Hein. Et donc, nous, on s'est dit, mais donc, qu'est-ce qui se passe avec l'Algérie? Parce que nous sommes frères, nous sommes amis, on se connaît très bien, mais qu'est-ce qui se passe pour que eux-mêmes, le fait qu'on soit sortis de l'accord d'Algérie, eux-mêmes, ils nous en veulent plus même que ces groupes armés terroristes, en fait. Donc, c'est là qu'on a compris que ce n'est pas. Alors, et c'est là que les choses ont commencé à mal aller. À chaque fois que l'Algérie, on avait l'occasion, ils tapaient sur le Mali. Le Mali aussi, à chaque fois qu'ils avaient l'occasion, ils tapaient sur l'Algérie. Et les choses se sont aggravées, malheureusement. Voilà. Et jusqu'à ce qu'on vienne du drone qui a été bombardé. Et comme vous le savez, il y a eu un grand débat autour de cela. L'Algérie dit que le drone est rentré sur leur territoire. Le Mali dit non, mais pas du tout. Le drone est tombé chez nous, ici. C'était sur notre territoire. Donc, on s'est appelé devant les instances internationales, etc. Donc, c'est pour vous dire que, pour revenir à votre question, si aujourd'hui l'Algérie voulait, à mon avis, déstabiliser le Niger ou l'AES, à mon avis, hein, l'Algérie n'a pas besoin d'en parler avec les Américains comme ça immédiatement. Non, s'ils veulent le faire, déjà actuellement, l'Algérie déstabilise déjà le Mali. Et ils le font comment? C'est très simple. Hein. Ceux qui déstabilisent aujourd'hui le Mali sont en Algérie. Ils quittent le Mali, ils quittent Kidal, ils vont à Tessalit, ils montent, Inafarak et ils vont en Algérie. Et tout le monde le sait. Et les Algériens, ils l'ont dit, le représentant algérien à l'ONU, il dit que non, que pour eux, ce sont les résistants. Pour nous, ce sont les terroristes parce qu'ils tuent les populations, ils tuent l'armée et puis ils prennent en otage certaines régions du Mali. Mais pour les représentants algériens qu'on a entendus, pour eux, ce sont les résistants. Donc, du coup, ça va y aller difficilement. Hein? L'Algérie peut bien s'entendre avec le Niger, oui, c'est vrai. Peut-être qu'à travers le Niger, les relations peuvent s'améliorer entre l'Algérie et le Mali. Oui, moi, personnellement, c'est ce que moi je souhaite, hein, parce que lorsqu'on a 1300 kilomètres avec un pays, le Mali et l'Algérie, bon, quand même, il faut à un moment donné essayer de se comprendre. Mais pour qu'on puisse s'entendre, peut-être que le Niger va jouer un rôle important, on ne sait pas. Mais en attendant, si c'est déstabilisé, à mon avis, ils n'ont pas besoin des Américains pour le faire. Ils peuvent le faire, à mon avis.
Je me retourne vers vous, Dimi Delido. Tout à l'heure, vous évoquiez la question du gazoduc transsaharien. On sait notamment que en février 2020, c'est-à-dire le mois en cours, l'Algérie, le Nigeria et le Niger ont réaffirmé leur volonté, voilà, d'accélérer ce projet. Et certains présentent d'ailleurs cela comme étant très important également pour Washington, sécuriser cet approvisionnement énergétique vers l'Europe, ce serait une priorité stratégique pour réduire voilà, la dépendance au gaz russe. Je reviens vers vous donc avec la même question que tout à l'heure avec notre cher Iboussi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au vu de tous ces enjeux qui ne sont pas que sécuritaires mais aussi énergétiques, ce rapprochement pourrait justement cacher une main étrangère, notamment celle des États-Unis, dans la démarche algérienne? C'est une très bonne question et ce qui est certain, c'est que dans le nouvel ordre mondial multipolaire, les routes d'acheminement énergétique sont très clairement l'ossature véritablement l'ossature de ce nouvel ordre mondial multipolaire. Et nous savons que dans le même temps, le droit international n'existe plus. Ça n'existe plus. On l'a vu avec le génocide à Gaza, on l'a vu avec l'enlèvement du président vénézuélien par Washington. Le droit international n'existe plus. C'est la loi du plus fort qui s'applique. Et dans ce contexte-là, effectivement, il y a un projet de gazoduc qui va permettre à une région de s'intégrer dans le nouvel ordre mondial multipolaire. Lorsque l'impérialisme nord-américain parle de sécurisation, il parle de subordination. Pour lui, sécurisation devient le synonyme de contrôle total, devient synonyme de subordination. Et en fait, je pense qu'à un moment, il faut analyser les choses d'une manière rationnelle. Est-ce que l'Algérie est-ce que le Mali, pour être la déstabilisation économique, sociale, politique malienne, est-ce qu'elle a véritablement besoin des Algériens pour ce faire? Non, vous avez des groupes terroristes qui sont financés et armés un petit peu partout en Afrique, nous le savons, et ces groupes sont clairement financés, armés par l'impérialisme des États-Unis et par l'impérialisme européen, pilotés par des agences comme l'agence de George Soros ou d'autres agences qui rêvent d'organiser ça et là de nouvelles révolutions colorées. Est-ce que pour déstabiliser le Mali, est-ce qu'il y a véritablement besoin de l'Algérie? Non. La Côte d'Ivoire, notamment le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le bon soldat de l'impérialisme d'Occident, dénommé Alassane Ouattara, s'en charge très bien. Et ils n'ont pas besoin des Algériens. Et je crois vraiment que l'Algérie est devenue particulièrement importante. Pourquoi? Parce que elle est très clairement une puissance du continent africain, pour dire les choses comme elles sont, et elle est devenue un élément clé sur la scène internationale. Et lorsque le gouvernement algérien, tout à l'heure nous parlions de cette rencontre entre le gouvernement algérien, ce représentant du gouvernement algérien et ce représentant des États-Unis, est-ce qu'il aurait été rationnel et dans l'ordre des choses que cette rencontre ne se fasse pas? Non, ce n'est pas possible. Lorsque vous êtes doté d'un pays puissant, parce que l'Algérie est devenue un pays puissant, et que vous êtes doté d'une diplomatie particulièrement importante, vous ne pouvez pas discuter. C'est normal qu'il y ait une discussion entre les États-Unis et le gouvernement algérien. Et comme il est tout à fait normal que le gouvernement algérien discute avec tous les gouvernements du monde. Et puis s'il y a discussion avec d'autres gouvernements, ça ne veut pas dire qu'il y ait action terroriste avec ce même gouvernement. Donc vous voyez, je pense vraiment aussi qu'il y a la question des médias. La question des médias, cette guerre informationnelle qui à un moment a récupéré des incidents qui se sont produits en avril 2025, ce me semble, à la fin en tout cas entre le Mali et l'Algérie. Et
ont monté ce qu'on appelle monter en épingle, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré cet événement. Certains médias, notamment des médias d'Occident, se sont fait du buzz et se sont fait un maximum voilà, ils ont fait leur beurre sur cet événement et qui au final n'était pas. Est-ce que cet événement reflétait véritablement une guerre diplomatico-politique entre l'Algérie et le Mali? Non, j'en suis pas sûr. Je pense plutôt que cette médiatisation de l'événement a permis de nourrir une propagande occidentale. Vous voyez, donc en fait, moi je pense qu'à un moment, alors évidemment, je pense qu'il y a une réalité aussi, je terminerai par là, qui est une réalité assez destructrice et que tout le monde connaît. C'est ce qu'on appelle l'opportunisme. L'opportunisme et les opportunistes. Vous savez, vous avez des opportunistes partout. Hein. Il y a des opportunistes en France, il y a des opportunistes aux États-Unis, il y a des opportunistes au Mali, il y a des opportunistes en Algérie, il y a des opportunistes au Niger, il y en a partout. Et nous parlons de quoi? Nous parlons d'individus ou groupes d'individus qui se fichent totalement de leur nation, qui se fichent totalement de leur peuple, qui se fichent totalement du contexte géostratégique mondial, qui se fichent de ce qu'il peut se passer et et ces personnes sont guidées par leur intérêt individuel et à partir du moment où on leur fait des gros chèques, ils sont prêts à toutes les bassesses, à toutes les besognes. Et ça, malheureusement, l'opportunisme et donc l'opportuniste fait partie de l'espèce humaine, c'est comme ça. L'opportunisme n'a pas de nationalité. Et ça, c'est une réalité qui est utilisée par les agences de George Soros et qui sèment ça et là des nouvelles révolutions colorées qui passent par des personnes qui sont prêts à vendre leur père et leur mère pour un gros chèque, et ils sont des personnes qui se fichent totalement de leur nation et de leur peuple. C'est une réalité. Pas besoin d'être malien, algérien, nigérien, quelle que soit sa nationalité. Et c'est là tout le problème, c'est qu'il faut savoir se purger le capitaine Ibrahim Traoré dans la continuité de son héritage sankariste, parce que c'est un héritier sankariste. Il a dit à un moment l'opportuniste, et l'opportunisme, nous devons nous purger d'opportunisme. Ceux qui travaillent, qui ne sont pas, qui portent en germe la trahison et qui sont prêts à trahir leur nation et leur peuple sous couvert de faire toujours d'intérêts individuels et de faire toujours plus d'argent et sont prêts à vendre leurs âmes impérialistes et étrangères. Ces personnes-là n'ont pas leur place. Et le capitaine Traoré avait avait totalement raison dans sa démarche. Donc voilà, je pense qu'à un moment, je finirai par là. Il est véritablement temps que l'AES devienne un pôle multipolaire et un pôle multipolaire dans lequel seraient englobés tous les pays du continent africain et qui, encore une fois, ont pour base commune l'anticolonialisme et qui ont pour base commune cette lutte anticolonialiste et qui, à un moment, ont mené à leur libération, même si la situation géostratégique reste toujours très, très tendue. D'accord, je reviens vers vous. Iboussi, voilà. En introduction de cette séquence de réflexion, je parlais des événements qui ont conduit notamment à la dégradation, on va dire, brutale des relations entre l'Algérie et les États de l'AES. Il y a cet incident militaire autour du drone malien qui avait été abattu. Le rappel des ambassadeurs des États de l'AES, ce qui avait été fait notamment par solidarité avec le Mali, l'accusation de soutien indirect aux groupes armés et notons cette mise à l'écart de l'Algérie dans la nouvelle architecture sécuritaire avec notamment la mise en place de la force conjointe des États de l'AES. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut attendre concrètement d'une visite du président Abdourahmane Tiani en Algérie dans ce qui semble justement être une tentative de la part de l'Algérie de se repositionner de manière stratégique dans cette zone du Sahel? Non, bon, en tout cas, c'est quand même sûr que lorsque ils vont se rencontrer, les présidents, si le président Tiani y va, s'il y va, quand ils vont se rencontrer, c'est sûr qu'ils vont quand même en responsable, ils vont essayer de baisser les tensions qu'il y a entre le Mali et l'Algérie. C'est quand même clair, ils vont tenter de le faire.
C'est quand même clair, hein. Ça, je l'imagine déjà. Et puis, il faut reconnaître, hein, je crois que ceux qui m'ont précédé tout de suite, aussi bien Jimmy que Chambel, ils l'ont tous dit, hein. Ils ont dit que bon, il y a des causes énergétiques. Il y a évidemment l'Algérie et le Niger ont de grands intérêts. Il y a le pipeline qu'ils veulent faire, hein. Ils veulent le faire, qui va passer par le Nigeria, le Niger et ainsi que l'Algérie, etc. pour aller vers l'Europe. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Et puis j'ai même entendu une fois le président algérien aussi. Il a fait savoir qu'il souhaitait faire des autoroutes qui vont quitter l'Algérie, qui vont venir vers le Niger, vers le Mali. Bon, il a plein de projets. C'est sûr qu'ils vont essayer de discuter par rapport à cela. Souhaitons que bon, ils arrivent à s'entendre sur un certain nombre de choses. Mais quand même, il y a une chose qu'il faut comprendre, à mon avis, une chose qu'il faut comprendre, et je pense que le président algérien devrait essayer de comprendre cela. Aujourd'hui, les pays de l'AES, ils sont comme une seule personne, comme un seul peuple. Et je ne dis pas que le président Tebboune va essayer de séparer le Niger des autres pays ou encore du Mali, non. Je ne dis pas ça, mais je dirais qu'il faut que le président Tebboune tienne compte de ça. Il faut qu'il sache que le Mali et le Niger ont le même sort. Ils ont le même sort, ainsi que le Burkina Faso. On a le même sort, on a le même destin. C'est la raison pour laquelle nous avons une force unifiée, on est dans la même confédération et nous sommes face à l'impérialisme. Tout à l'heure, Jimmy l'a si bien dit, il a parlé de certains pays voisins au Mali qui aussi sont dans les griffes, dans les mains de l'impérialisme et qui déstabilisent aussi le Mali, etc. Et voir le Burkina Faso. C'est vrai. Et nous le savons, nous sommes conscients de cela. Je ne sais pas maintenant si la rencontre entre le président Tchani et Tebboune, si la rencontre a lieu, s'ils pourront faire en sorte que les tensions se baissent entre le Mali et l'Algérie, je ne sais pas. Mais pour que la tension se baisse, il y a une seule solution, c'est-à-dire le soutien que l'Algérie est en train d'apporter à ces groupes armés terroristes que nous, on les qualifie de groupes armés terroristes, et c'est très clair. Le soutien qu'il leur apporte, il faut que l'Algérie cesse de leur apporter ce soutien-là. C'est une des conditions sine qua non pour que la tension, elle baisse. Parce que les choses sont très simples, hein, les choses ne sont pas compliquées. Ce sont les gens qui quittent l'Algérie. Ce sont les Maliens à la base, ils sont au Mali. Ils attaquent les positions de l'armée. Ils attaquent partout, ils prennent certaines régions en otage, etc. Ils font du trafic en tout genre. Et lorsque l'armée va les attaquer, eh bien, ils fuient, ils rentrent en Algérie. Et quand ils rentrent en Algérie, bon, ils vont se faire soigner là-bas, ils sont bien entretenus, ils sont soutenus. Donc, ça, c'est des choses qui ne peuvent pas y aller. L'Algérie est en train de leur apporter un soutien. C'est la raison pour tout à l'heure, je l'ai dit que l'Algérie apporte le soutien à des terroristes qui attaquent le Mali. Et ça, c'est pas une chose qui est bien. Je vous donne un simple exemple. Si demain, par exemple, ceux qui veulent l'indépendance là en Algérie, hein, il y a un mouvement d'autodétermination en Algérie qui veut bien prendre leur indépendance, ceux de la Kabylie là. Hein, tous les jours, même l'autre jour, ils ont fêté, ils ont dit en France là-bas qu'ils ont pris leur indépendance, etc. Admettons maintenant que ces gens-là contrôlaient une partie du territoire algérien et que ces gens-là commençaient à attaquer les positions de l'armée algérienne. Tuer des militaires algériens, tuer la population. Et à chaque fois qu'ils frappent les positions de l'armée et la population, lorsque l'armée algérienne se met à les chasser, admettons que ces gens-là viennent au Mali. Et au Mali, on leur donne tout ce qu'il faut, on leur donne du lait, on leur donne des yaourts, on leur donne à dormir. S'ils ont besoin des médecins, on les soigne, etc. Et après, encore avec des armes, etc. Et ils repartent en Algérie. Mais les Algériens ne seront pas contents. Les Algériens ne seront pas contents. Ils vont dire non, on ne peut pas comprendre cela, on ne peut pas comprendre le Mali. Pourquoi est-ce que le Mali et l'Algérie s'entendaient bien lorsque l'Algérie prenait son indépendance en 1962? Ils s'entendaient très bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait des chefs d'État, des présidents qui s'entendaient. Bon, écoutez, le président malien de l'époque, d'alors, il avait dit, bon, écoutez,
nous vivons tous le terrorisme, nous vivons tous, nous sommes victimes de l'impérialisme en fait. C'est quand il faut qu'on apporte de l'aide à nos frères algériens. Et c'est comme ça que, moi je me rappelle, il y a 2 ans, 3 ans de cela, le premier ministre Choguel Poukala Maïga, il a reçu Ramtan Lamamra, l'ancien ministre des Affaires étrangères algérien. Il est venu et il a rappelé Mali a toujours été un pays frère et il a rappelé à tout le monde que Kidal, que la région de Kidal, de Tombouctou et de Gao, que ces 3 régions-là, étaient utilisées par les Moudjahidines, comme lui-même il a dit, par les Moudjahidines algériens, par les combattants algériens. Ils se repliaient chez nous ici au Mali pour se préparer, pour remonter vers l'Algérie, pour aller combattre l'impérialisme. Et donc, le Mali avait ouvert ses frontières, mis ses régions à leur disposition, etc. Donc, on a fait les choses ensemble. Hein? Bon, aujourd'hui, combien d'années plus tard, on voit que ce qui se passe, c'est invraisemblable. Si aujourd'hui, Ahmed Ben Bella, s'il se réveillait de la mort, il allait dire, mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas accepter que l'État algérien, le président algérien et ceux qui dirigent acceptent de donner protection à des gens qui viennent attaquer l'armée malienne et attaquer les populations et prendre les populations en otage. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est vraiment, il faut qu'il y ait un débat sincère par rapport à cela. Il faut qu'il y ait un débat. Bon, peut-être que du point de vue algérien, là-bas, ils pensent peut-être que, bon, voilà, nous qui sommes ici, au Mali, on n'est pas sympa avec ces gens-là, on les attaque, on les agresse. Non, c'est pas ça. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas du tout cela. On n'est pas contre eux. On peut pas contre eux. On ne peut pas être contre eux. Nous sommes les mêmes. Il faut en fait que la population algérienne, que les dirigeants algériens comprennent cela. Nous, on ne peut pas être contre une partie de notre population. On ne peut pas être contre une partie de notre population parce qu'on est tous mélangés. Moi qui suis en train de vous parler là, moi j'ai des cousins, ce sont des petits frères. Moi j'ai des cousins qui sont en France mais qui sont mariés avec des Algériennes. Oui, j'ai 2 cousins qui sont en France mais qui sont mariés avec des Algériennes. Donc oui, c'est pour dire qu'on peut pas se mais on a quand même compris que c'est comme une politique peut-être des dirigeants algériens de vouloir apporter le soutien à ces gens-là et ça ne peut pas y aller. Mais si leur rencontre permettait, la rencontre des 2 présidents permettait en fait de faire en sorte que l'Algérie arrive à comprendre et que nos dirigeants se rapprochaient, mais ça peut être très bien. Ça peut être très bien parce que moi j'ai toujours pris un exemple pour en finir. Moi j'ai toujours pris un exemple. Peut-être que l'exemple là ne va pas faire plaisir aux Algériens. Souvent quand je prends cet exemple, ça leur fait pas plaisir. Mais vous avez vu comment est-ce que le Maroc c'est-à-dire est en train de faire avec les pays de l'Afrique sous le Sahara. Mais le Maroc cherche. En fait, ils ont développé ce qu'on appelle les outils d'influence. Hein, ils viennent avec des radios, ils viennent avec des télés, ils viennent avec ceux qu'ils peuvent. Hein, ils sont dans les télécommunications chez nous. Les Marocains, ils sont dans les banques. Ils sont dans les banques et on évolue ensemble. On essaie de se faire rentrer de l'argent les uns les autres et on avance ensemble. Hein? Mais moi, je me dis, mais pourquoi est-ce que l'Algérie qui est juste à côté de nous, qui fait 1300 km de frontières avec nous, pourquoi l'Algérie ne peut pas faire plus que cela? Pourquoi l'Algérie ne peut pas s'entendre avec nous jusqu'à point qu'on puisse développer le Mali et l'Algérie en même temps dans une symbiose? C'est ça que je n'ai jamais compris en fait. Hein? Mais c'est des pays qui sont que l'Algérie qui le font. C'est vraiment dommage. Hein? Moi, je suis très triste de voir cela. Parce que si moi, mon pays, le Mali, soutenait des personnes qui allaient attaquer l'Algérie, j'allais dire non, je comprends pas ça. Je n'allais pas comprendre cela. Peut-être que je n'allais prendre la parole et le dire peut-être publiquement. Et si je craignais ne pas être considéré, peut-être pas pu parler en public, mais je n'aurais pas cela. C'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Voilà. D'accord. Voilà, je reviens vers vous également. À présent, mon cher Thiambel Guimbaya, une possible paix des braves au cours de cette rencontre, si jamais elle a lieu, pensez-vous que cela soit possible? Ce qui peut aujourd'hui être un sujet de discussion entre les autorités nigériennes et l'Algérie, c'est le pétrole. C'est le pétrole, c'est surtout ce projet de gazoduc transsaharien
où les deux pays, les différents pays concourant au projet, l'Algérie, le Niger et le Nigeria, chacun y trouve à gagner. Chacun y trouve pour son économie, chacun y trouve également pour des recettes, d'autres recettes pour son budget. Donc ça peut être des projets encourageants. Il n'est pas exclu que dans une telle discussion bilatérale, économique, et que le président Tchani, le général Abdraman Tchani, ne consulte pas ses collègues de l'AES parce que c'est une confédération, c'est un destin commun. Il faut aussi le rappeler tantôt. Les pays de l'AES sont engagés désormais dans un destin commun. Ils ont mis en commun leur diplomatie, leur développement, leur défense. Donc, désormais, et donc ce qui touche le Mali touche, on se rappelle d'ailleurs que quand la CEDEAO a voulu attaquer le Niger, le Mali s'est levé comme un seul homme avec le Burkina Faso pour dire que cette guerre est la nôtre. Si vous attaquez au Niger, tous les pays vont riposter. Dans la même logique, quand il y a eu cet incident du drone entre le Mali et l'Algérie. Le Mali a été fortement soutenu par le Burkina Faso et bref, ces pays parlent d'une même voix et vice versa quand le Burkina aussi a connu une agression, une tentative de déstabilisation et le Mali et le Niger ont fait de même. Il y a c'est une réalité. Aujourd'hui, cette alliance se matérialise par des actions, par une entraide, par un soutien populaire, un soutien des opinions de ces trois pays-là. Aujourd'hui, il n'est pas exclu. Évidemment que le général Tchani, dans cette visite, évoque des sujets d'ordre régional, d'ordre international, et même qu'il parle d'autres sujets. Dans ce cas, j'ose imaginer qu'il va prendre langue avec son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui dirige l'AES, le collège du chef de l'État, et surtout le général d'armée Assimi Goïta de Bamako, pour discuter de ces questions-là, en tout cas, et je crois que ça ne peut qu'aller dans l'apaisement, ça ne peut qu'aller dans la détente, ça ne peut qu'aller dans le respect de l'intégrité territoriale du Mali, le respect du Mali dans ce droit et dans ses devoirs de mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation et ce que les autorités aujourd'hui du Mali interdisent et veulent tout simplement réclamer haut et fort par rapport à cet incident que le Mali et l'Algérie ont connu. Ces deux pays frères, le Mali a aidé l'Algérie par le passé pour se battre pour recouvrer son intégrité, son indépendance. Gao était une arrière-ville de l'Algérie. On peut mal imaginer que ce pays se retrouve à abriter des irrédentistes, des bandits armés et des politiciens avides de pouvoir pour vouloir attaquer Bamako, même encourager cela. C'est décevant, c'est désolant, c'est un passage que nous vivons et chaque pays. Nous soutenons notre pays sans ambages, nous soutenons sa position parce que c'est une position d'intégrité, de souveraineté et une position de responsabilité. Parce que c'est la pièce de la même monnaie, parce que quand l'Algérie a fait des problèmes en 62, quand c'est battu pour son intégrité territoriale, quand c'est battu pour son indépendance, le Mali l'a soutenu et vice versa. Et je ne vois pas pourquoi l'Algérie ne le ferait pas et pourquoi cette rencontre ne pourrait pas évoquer ces questions-là, mais ce serait quand même dans le cadre de l'apaisement, de la retenue et surtout de la réconciliation. Si jamais ce pays-là, ce voyage a lieu et que les chefs d'État évoquaient cette question. Voilà, Dimi Dalido, nous allons sortir de cette séquence de réflexion par vous. Finalement, doit-on s'attendre à une fin, disons-le comme ça, entre guillemets, du conflit entre l'AES et Alger à travers justement ce rapprochement de l'Algérie avec le Niger? Mais écoutez, c'est une très bonne question. Je pense pas qu'il y ait un vrai conflit entre l'AES et l'Algérie. Et il y a un conflit entre une région qui doit se développer dans un nouveau schéma multipolaire qui est très clairement une nécessité et des ingérences impérialistes qui s'accélèrent toujours plus. Il y a quand même une grosse différence entre l'Algérie et le Mali, par exemple. Et donc une différence entre l'Algérie et l'AES. C'est que l'Alliance des États du Sahel, c'est une fédération. Et donc, je pense que à un moment, la question va se poser. La question va se poser de la création d'un État confédéral, ce qu'on appelle un État confédéral. Et je pense qu'un État confédéral fort permettrait d'apporter de la limpidité, d'apporter de la clarté à l'AES. Pourquoi? C'est fondamental. L'AES est un fédéralisme, s'appuie sur les bases du fédéralisme. Et nous savons que le fédéralisme, c'est parfaitement
compliqué c'est particulièrement compliqué de gestion parce que le fédéralisme, il y a s'appuie sur une autonomie des régions et dans le même temps, elle reste subordonnée, dirigée par une centrale, un État fédéral. Et alors que l'Algérie n'est pas un fédéralisme. Dimi Dalido, peut-être une petite précision. On parle plutôt de confédération des États du Sahel, pas de fédération. Oui, tout à fait. Mais la fédération, ça se situe dans la continuité de la confédération. Comme c'est une organisation comme certaines organisations syndicales. Mais vous avez plusieurs fédérations qui sont organisées via une confédération. Une confédération qui, elle, va organiser la totalité des fédérations. Et c'est ça le fédéralisme à la base. Et alors que l'Algérie n'est pas du tout pas une confédération. Enfin, il ne connaît pas le fédéralisme. Et le deuxième élément, je ne pense pas qu'il y ait véritablement une ingérence des Algériens envers les affaires maliennes et une ingérence des Maliens envers les affaires algériennes. Nous avons affaire à des groupes armés qui sont financés qui sont organisés et financés par des puissances impérialistes extérieures et qui prennent un plaisir à diviser tout le monde et ils en ont une certaine expérience. Et je pense vraiment que les deux diplomaties devraient réussir à s'entendre. Je pense vraiment que ce projet du gazoduc, par exemple, et ces nouveaux liens diplomatiques qui vont se renforcer entre le Niger et l'Algérie permettraient de résorber certaines contradictions entre le Mali et l'Algérie. Mais moi, effectivement, je pense qu'à un moment, il faut vraiment ne pas se tromper d'ennemi. Et l'ennemi, ce n'est pas les Algériens ou les Maliens, l'ennemi, c'est... Dimi Dalido, nous avons des difficultés à vous recevoir. La réception n'est pas très bonne. Alors, je ne sais pas si le problème se pose au niveau de votre appareil d'écoute. Je vous entends. Notamment vos écouteurs, je ne sais pas, ou si c'est autre chose. Je vous entends. Voilà, allez-y. Je crois qu'on devrait vous recevoir avec beaucoup plus de clarté. Ouais, donc non, je disais tout simplement que je pense qu'il ne faut pas se tromper de nous. Les élus des Algériens, des Maliens, les élus des Maliens, des Maliens et de l'Ouest, pas les Algériens, seront les véritables élus à l'extérieur. On parle bien des puissances de l'argent, de l'Occident et des États-Unis. On continue d'avoir des difficultés à vous recevoir normalement. On aurait vraiment aimé que vous terminiez cette prise de parole qui, ma foi, est la dernière de cette séquence de réflexion. On dira tout simplement que c'est partie remise. En tout cas, merci à vous. Je rappelle que vous êtes écrivain et chroniqueur international. Vous nous avez accompagnés durant cette séquence de réflexion depuis Paris. Merci également à Thiambel Gimbayara qui était avec nous au cours de cette séquence, également journaliste et directeur de publication. Merci à Iboussi. Iboussi, vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Merci également à vous, cher monsieur. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette séquence de réflexion dans le cadre du grand débat africain sur Afrique internationale. Vous l'aurez compris, cette invitation du général Abdourahmane Tiani en Algérie pourrait justement soulever de nombreux enjeux, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan de la coopération économique, sur le plan énergétique. En tout cas, c'est une visite future qui sera certainement très suivie. En attendant, nous vous disons bonne soirée et retrouvons-nous demain avec une autre thématique. Bonsoir.